L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau mardi de la santé UNIM organisé par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, toujours avec le soutien de notre partenaire l'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Alors, sur le plateau de Medscore ce soir, nous allons parler de sport-santé et notamment des acteurs incontournables de sa mise en œuvre, au premier rang desquels les kinés, bien sûr, mais aussi les professeurs d'activité physique adaptée, APA, dont la formation est intéressante pour ce qui concerne la coordination des différents acteurs. Alors, le sujet du sport-santé est récurrent sur les plateaux des mardis de la santé, car nous surveillons de très près les évolutions, avec bien sûr le vœu que ça marche, j'oserais dire enfin, et avec l'objectif de donner au kiné sa part légitime dans sa mise en œuvre, dans un marché qui reste encore à définir. Alors, pour en parler à mes côtés autour du plateau ce soir, Clément Perrier, bonsoir. Donc vous êtes maître de conférences en sciences sociales à l'université de Nîmes depuis septembre 2023. Vous êtes expert de l'activité physique et du sport santé, parce que c'est justement l'objet de votre travail de recherche. Vous nous expliquerez un petit peu plus tard de quoi il s'agit, mais vous vous intéressez beaucoup au management du sport. Par ailleurs, vous êtes engagé comme expert activité physique et santé pour la HAS, la Haute Autorité de Santé. Vous êtes trésorier général et membre fondateur de l'Institut RECAPS, recherche collaborative sur l'activité physique et la promotion de la santé. Alors je ne vais pas dérouler tout votre CV, mais c'est juste pour faire comprendre à nos auditeurs toute l'importance de votre place ici, et nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour nous expliquer l'objet de vos recherches, mais pas que. À vos côtés, Jérémy Billon. On vous a reçu souvent sur le plateau, donc on vous connaît bien. Vous êtes masseur kinésithérapeute, je mets des guillemets, physio-coach, parce que c'est un terme qu'il a fallu inventer, à l'origine du concept éponyme physio-coach, dont il y a déjà 2 pilotes, alors Just Form et Loft by Just Form. Alors on est complètement avec vous dans le domaine du sport santé, je crois même que vous le portez, via la combinaison du cabinet de kiné et de la salle de remise en forme, qui fonctionne en binôme selon des règles bien établies. Le concept repose sur une prise en charge globale du patient qui impose de facto le volet prévention. Pareil, vous nous expliquerez plus tard de quoi il s'agit. Et Patrick Méo, bonsoir. Vous êtes chargé du marketing pour Medscore, donc l'Observatoire des tendances santé-sport. Nous sommes dans vos murs et merci de nous recevoir. Vous êtes en proie avec toutes les problématiques qui concernent les professionnels de la physio, en particulier les kinés. Vous avez aussi été à l'origine du concept clinique médico-sport et vous allez nous parler plus particulièrement du contexte marketing du kiné, même si c'est 2 termes qu'on n'associe pas forcément. Si vous le souhaitez, bien sûr. Marketing, kiné, c'est pas forcément 2 termes. Et pourtant, on va voir avec vous. Donc, merci à tous les 3 d'être avec nous. Et au programme de ce soir, nous allons parler du kiné comme acteur incontournable du sport santé. Et nous ferons bien sûr un focus sur les besoins marketing. Une complémentarité d'acteurs, notamment la relation entre
kinés et enseignants d'APA, mais pas que. Et puis enfin, quelles solutions? Et nous ferons un focus sur le modèle PhysioCoach. Un mardi de la santé dans lequel on va donc réfléchir ensemble à comment le sport santé peut devenir une réalité au-delà des mots, M-O-T-S, et pour dépasser les mots, M-A-U-X. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, nous recevons Émérance Marollet, qui représente notre partenaire l'UNIM. Émérance, pour ceux parmi nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, qu'est-ce que l'UNIM et en particulier son rôle dans l'accompagnement des kinés? Bonsoir Nathalie. L'Union nationale pour les intérêts de la médecine est une association confraternelle à but non lucratif créée par des professionnels de santé pour des professionnels de santé. L'association s'est donnée pour mission de protéger ses adhérents en leur proposant des couvertures en matière d'assurance prévoyance, emprunteur, protection de l'exercice en groupe et complémentaire santé spécifiquement adaptées à leur profession. La deuxième mission de l'association est de négocier des services auprès de son partenaire assureur, Allianz, partenaire depuis 25 ans. Merci beaucoup. Alors, comme tous les 15 jours, un atelier est proposé par l'UNIM à nos auditeurs. De quoi va-t-il s'agir ce soir, s'il vous plaît? Un cas pratique. Prenons l'exemple d'un masseur-kinésithérapeute qui exerce en société d'exercice libéral. Une partie de sa rémunération est constituée d'une rémunération de gérance et cette rémunération de gérance va être de l'ordre de 6 000 €. En cas d'arrêt de travail, le masseur-kinésithérapeute percevra de son régime obligatoire, la Carpinco, un petit peu plus de 1 500 €. Ce qui fait qu'il a une perte sèche concernant du coup le maintien de sa rémunération. De la même manière, il partage des frais professionnels avec son associé qu'il aura exclusivement à sa charge puisque le régime obligatoire n'intervient pas en la matière. En matière d'invalidité, ce masseur kinésithérapeute se verra indemnisé par le régime obligatoire, la Carpinco, à partir du moment où il aura au moins 66% d'invalidité. Il est donc très important pour lui d'avoir un prestataire d'assurance qui le prend bien plus tôt et surtout de manière spécifique à sa profession de masseur-kinésithérapeute. Enfin, en cas de décès, ce masseur-kinésithérapeute n'est plus un revenu pour le foyer familial. Il faut donc que le prestataire de prévoyance vienne complémenter par des capitaux décès, une rente de conjoint, une rente éducation, afin de maintenir le niveau de vie du foyer des suites de son décès, mais également de protéger son associé qui, du coup, en l'absence de l'associé décédé, se retrouve en indivision avec les ayants droit de ce dernier. Il faut donc prévoir le cas de rachat des parts pour l'associé survivant. Cherchons là où le bas blesse et comment améliorer. Quelles sont les solutions proposées pour agir? C'est l'objet de notre deuxième partie. Alors, en gros, le chirurgien donne le tempo. Dès lors, comment le kiné et l'APA, ou plutôt l'enseignement d'activité physique adaptée, doivent-ils jouer la partition en duo? Quelles sont les autres professions complémentaires? Alors, il sera bien sûr question dans cette partie de pluridisciplinarité afin d'atteindre les résultats escomptés. Et c'est tout naturellement vers vous que je me tourne, Clément Perrier. Vous êtes convaincu que tous les thérapeutes doivent être complémentaires. Alors, de quelle manière? Alors, les thérapeutes et pas seulement, en fait, l'ensemble des acteurs de la prise en charge. On va dire, puisqu'il y a des acteurs non thérapeutiques, justement, des gens qui ne sont pas des professionnels de santé qui peuvent agir également. Le constat de base, et on peut le refaire, c'est celui qu'il y a aujourd'hui entre 20 et 25 millions de malades chroniques en France. Donc, quasiment un tiers de la population qui est touchée par une maladie chronique. Et donc, qu'on doit avoir des professionnels pour accompagner. On sait que l'activité physique est une thérapeutique non médicamenteuse, qu'elle a des effets avant l'arrivée de la maladie, mais aussi pendant la maladie et après la maladie, notamment pour éviter des rémissions, des rechutes, etc., pour favoriser les rémissions et pour éviter des rechutes. La difficulté, c'est du coup de savoir qui intervient. Et ça a été l'objet d'immenses débats au sein de l'action publique, organisés notamment par la Direction générale de la santé.
La posture qu'on a, nous, en tant que chercheurs, après avoir analysé ce qui se passait dans les terrains, discuté également avec les représentants des corporations, les syndicats professionnels, etc., c'est qu'en fait, tous les acteurs ont une place autour de la table, justement parce que le nombre de personnes à prendre en charge est considérable, et donc seuls les kinés ou seuls les enseignants en APA ne peuvent pas prendre en charge l'ensemble de la population, parce qu'ils ne sont tout simplement pas assez nombreux. Et donc l'idée, c'est de se dire effectivement qu'on va avoir des acteurs de la santé qui vont être au cœur notamment de la prescription, puisque c'est la façon dont c'est organisé aujourd'hui dans la disposition légale, qui vont pouvoir orienter vers des professionnels de santé ou des enseignants en APA, mais que le travail ne s'arrête pas là. L'idée étant de pérenniser l'activité physique, de faire en sorte que les individus retrouvent des habitudes de vie et puissent inscrire l'activité physique dans leur quotidien. Que ce soit plus naturel de bouger, de transpirer, d'avoir une activité physique ou sportive. Et pour cela, on a également besoin des clubs sportifs. Et donc des éducateurs sportifs qui ne sont pas des acteurs de la santé, mais qui vont pouvoir proposer des sessions, des activités de sport santé qui vont arriver en complément plutôt après. Donc on a une temporalité de l'action. L'objectif, c'est qu'elle s'inscrive dans le temps et que l'ensemble de ces acteurs, à la fois professionnels de santé et professionnels du sport, puissent se relayer pour que l'individu, dans son parcours de vie, puisse pérenniser l'activité physique de la façon la plus durable possible. Alors, je dirais pas juste autour de la table, ou alors de kiné, mais au bloc, dans le cabinet, sur le terrain, et un peu partout. Bon, c'était une petite boutade. Vous enseignez dans les filières activité physique adaptée et management du sport, au sein du département STAPS de l'Université de Nîmes, ainsi qu'en STAPS à Lyon. En quoi les enseignants d'APA sont, je mets des guillemets, prédisposés pour la coordination du sport santé, selon vous ? Alors, le titre d'enseignant en APA correspond à une licence en STAPS mention APA, en fait, et donc l'enseignant en APA est plutôt prédisposé à être un agent de l'intervention, c'est-à-dire à intervenir, à prendre en charge, potentiellement avec les kinés. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans un certain nombre de terrains où on a des kinés, des EAPA pour enseignants en activité physique adaptée, qui travaillent ensemble, puisqu'ils n'ont pas exactement les mêmes compétences, mais ils ont un objectif commun, en tout cas, c'est d'accompagner le patient. Je ne vais pas refaire toute la dichotomie entre les acteurs, mais l'idée au niveau licence APA, c'est plutôt d'être dans l'intervention. Par contre, il existe également des masters, donc 2 années supplémentaires après la licence, qui vont permettre d'avoir d'autres compétences, qui sont notamment des compétences de gestion de projet, de management des ressources humaines, d'accompagnement des structures et des dispositifs, et de leur coordination, de pilotage en fait de projets en règle générale. Et c'est là-dessus, et c'est notamment l'objet de la recherche que je mène actuellement, qui est financée par le ministère des Sports, qui s'appelle Mailler les réseaux sport santé, c'est de regarder que dans les dispositifs sur le terrain, en fait, ces anciens étudiants de Master APA qui ont à la fois des connaissances, à la fois des pathologies, des différents professionnels du sport, de la santé, et qui en plus ont des compétences en gestion de projet, vont être capables de faire le lien avec du temps dédié pour justement faire transiter le patient entre les différents professionnels et d'accompagner du coup le parcours à la fois de soins et de vie du patient. Est-ce que l'EAPA a la possibilité de piloter un espace ou un centre de sport santé? À partir du moment où l'individu a un master, il peut avoir un statut cadre. Et donc, il est capable, encore une fois... Mais est-ce qu'il peut créer sa propre activité, créer une entreprise, en fait? Oui, bien sûr. Et il y en a, alors pas un cabinet, du coup, mais un centre, par contre, une structure, un dispositif, oui, et il y en a énormément qui le font. Quand on parle de coordonnées, encore une fois, on ne parle pas de hiérarchie. C'est-à-dire que je ne dis vraiment pas, et surtout pas, que du coup, le APA serait au-dessus du kiné, ou à l'inverse, que le kiné devrait pouvoir avoir une forme de contrôle sur l'APA, plutôt que les acteurs doivent entrer en coordination. Et que, voilà, avec une complémentarité très forte, qui est aujourd'hui plutôt bien pensée et bien comprise par l'ensemble des acteurs. Il y a eu une tension kiné-APA qui a un peu animé au milieu des années 2010 la communauté, qui aujourd'hui est quand même beaucoup moins franche, justement parce qu'on se rend compte sur le terrain que les compétences ne sont pas les mêmes et qu'il faut cette complémentarité. Et donc, justement, les étudiants qui sortent de Master APA ont ces formes de compétences de gestion de projet et d'organisation et peuvent avoir un temps dédié que régulièrement dans les structures, les professionnels de santé ont beaucoup moins.
et qui peuvent du coup permettre une forme de pilotage et d'accompagnement justement jusqu'au club sportif. Alors, vous nous avez déjà expliqué un petit peu la place que vous pensiez que les APA, enfin que les EAPA doivent prendre dans le sport santé. Alors, vous avez aussi travaillé avec les syndicats et vous n'êtes pas toujours forcément d'accord avec les positions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, alors déjà, et lesquels? C'est un peu ce que je disais à l'instant, mais les syndicats, forcément, sont sur une défense de la profession en tant que telle, en percevant potentiellement les dangers, les risques, les dérives, et donc sont sur des positions qui, notamment sur ce sujet-là, historiquement, étaient assez figées, en voyant plutôt la défense d'un cœur de métier, mais qui a du sens pour autant, puisqu'on a des compétences différentes, et qu'en même temps qu'on a ces compétences différentes, si la complémentarité n'est pas au moins décrite par l'action publique et l'action gouvernementale, effectivement, on peut avoir quelques dérives sur le terrain de professionnels qui prennent la place d'autres. Mais dans les faits, et c'est surtout ce sur quoi on insiste en voyant ce qui se passe dans les terrains, les acteurs entre eux s'organisent plutôt bien, puisque les kinés savent exactement ce qu'ils peuvent faire, les enseignants en APA savent aussi ce qu'ils peuvent faire et pas faire, et dans les dispositifs locaux qui se déploient vraiment partout sur le territoire en France, autour de la prescription, mais pas seulement, on a une complémentarité qui se trouve plutôt facilement, et c'est ça que effectivement, je peux un peu décrier, c'est cette position plutôt figée des syndicats qui ne favorise pas toujours la complémentarité professionnelle dans les terrains, et le fait qu'il y ait une coordination qui se fasse en bonne intelligence, qui est en fait souvent le cas. Oui, en résumé, il faut que chacun trouve sa place et tout ira bien. Enfin, mais la place est plutôt bien trouvée. Oui. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelle est la vocation de l'Institut RECAPS, RECAPS pour Recherche collaborative sur l'activité physique et la promotion de la santé, dont vous êtes trésorier général et membre fondateur depuis 2019 à Lyon, et aussi quels en sont les résultats? L'idée de cet institut de recherche, c'est de sortir les savoirs de l'université. C'est-à-dire qu'on a tendance, entre universitaires, à échanger dans des congrès, à avoir des publications qui sont peu lues par le grand public, et du coup d'échanger surtout entre nous, ce qui est un peu frustrant, notamment sur ce sujet-là, parce qu'il y a des portées réelles, et on a des moyens justement de favoriser les coordinations, d'analyser le fonctionnement des dispositifs, de réduire potentiellement les inégalités sociales de santé dans ces dispositifs. Et donc, la naissance de cet institut de recherche, c'est justement la réunion d'un ensemble de chercheurs de l'ensemble du territoire français qui partagent une même idée, à savoir il faut qu'on soit plus près des acteurs de terrain, plus près des professionnels, et produire de la recherche qui va permettre à la fois le développement des actions, des dispositifs, potentiellement leur évaluation, et le fait d'accompagner également le fonctionnement de l'action publique. Alors, vous travaillez avec le ministère des Sports, qui d'ailleurs finance vos travaux de recherche, avec l'objectif affiché de mailler le réseau sport santé, puisque c'est même le titre. Quels sont les problèmes à résoudre et votre stratégie? Alors, les problèmes à résoudre, évidemment, il y en a un certain nombre. L'intérêt, c'est que, du coup, les institutions en sont conscientes, et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec elles. Et on l'a déjà dit, mais c'est un problème de coordination générale. Puisque l'État commande à une forme de politique publique générale qui va porter sur le développement de l'activité physique à visée de santé, mais la coordination dans les territoires va être très inégale. À savoir, on a des régions dont les ARS et les DRAGES, donc Agences régionales de santé et les directions régionales de la jeunesse et des sports, vont être à la fois très complémentaires et mettre énormément d'argent sur la table pour favoriser l'émergence de dispositifs et les accompagner. Et puis des régions où c'est beaucoup moins le cas. De la même façon, on a certaines régions où des dispositifs sont financés, alors que dans une autre région, ce n'est pas le cas. Et donc, sur le territoire, on a ce qu'on appelle des inégalités territoriales, à savoir, selon l'endroit où on est, en France, on n'a pas droit aux mêmes choses, on n'a pas la même prise en charge, les dispositifs ne fonctionnent pas de la même façon. Patrick et Jérémy, vous aviez, vous, connaissance de la formation particulièrement pointue des EAPA issus des Master 2, je crois. Master STAPS. Master STAPS. Sur le volet coordination? Moi, oui, j'étais au courant parce je suis situé. Bon, déjà, je travaille avec une enseignante en activité physique adaptée au sein de notre structure. Et puis, on est en lien avec beaucoup de personnes qui gèrent cette partie-là, dont des enseignants en activité physique qui gèrent des projets, qui mettent en place des actions locales, départementales et régionales. Donc, j'avais déjà ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est bien de reposer les bases et de voir qu'il y a un gros
gros bagage, en tout cas universitaire, derrière tout ça. On a un petit peu la même évolution. On sait qu'au début, tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence en ayant peur que les uns prennent la place des autres. Et en fait, on a besoin de tout le monde. Le tout, c'est d'assembler les pièces du puzzle. Et un puzzle, il marche pas dans tous les sens. Il marche si les pièces, elles sont bien mises. Donc c'est vrai que quand on lance des sujets, faut que tout le monde arrive à retrouver sa place. Et donc il y a des gens plus ou moins conservateurs, certains qui ont un petit peu peur de sortir de leur zone de confort. Comment alors c'est ambitieux et puis mais comment on peut arriver à toucher tout le monde et surtout les financements sont-ils suffisants pour atteindre cette immensité? Alors toucher tout le monde, ce sera compliqué. D'autant plus que les personnes qui sont les plus éloignées de l'activité physique sont également les personnes qui viennent des milieux les plus populaires et donc qui sont le plus éloignés et pour lesquels le frein financier notamment est le plus important. Et une des problématiques justement dont je parlais, c'est le budget restreint de l'État, notamment parce que le ministère de la Santé a peu investi cette question-là. Savoir, on est sur une action publique transversale, donc il y a le ministère des Sports, le ministère de la Santé est systématiquement associé, mais c'est plutôt le ministère des Sports qui porte les actions, et le ministère de la Santé est plutôt en retrait, et malheureusement c'est le ministère de la Santé qui a la manne financière la plus conséquente, la plus importante. Et donc, tant que ce ministère-là ne sera pas plus investi sur les questions de sport-santé et d'activité physique pour la santé, le ministère des Sports, qui a un budget extrêmement faible, ne sera pas en mesure de porter une politique globale qui permettra de toucher tout le monde. Donc, c'est laissé plutôt à la discrétion à la fois des territoires, donc régionaux, et puis des collectivités qui vont investir ou non le sujet en fonction d'ambition politique, de sensibilité. Et donc, certaines communes vont financer des dispositifs locaux autour de la prescription, avoir leurs propres animateurs, leurs propres coordonnateurs, et d'autres pas du tout. Et donc, c'est là la difficulté, c'est d'essayer d'avoir une forme d'uniformisation sur le territoire. Mais les budgets de la prévention en France sont extrêmement faibles. On est très en retard par rapport à un certain nombre de pays. J'aimerais attirer l'attention sur un podcast que j'ai entendu la semaine dernière de Didier Ress, qui est un préparateur physique de très haut niveau, et qui justement délaisse en fait la compétition, enfin la performance, pour se consacrer au sport santé. Et il y a un podcast qui est super intéressant sur justement le sport santé, où là il y a des données impressionnantes. Comme par exemple, les ados ont perdu 25% de leur VO2 max. Alors, l'information sera sur le site de Medscore. Nous sommes obligés de clore cette partie. On peut retenir que dans de nombreux environnements sportifs, les kinésithérapeutes travaillent en étroite collaboration avec tous les autres professionnels de santé, les médecins du sport, les entraîneurs, les nutritionnistes, les physiologistes de l'exercice, les enseignants d'APA. Cette collaboration permet une approche holistique de la santé et de la performance des athlètes, où chaque professionnel apporte sa propre expertise pour soutenir les besoins individuels des sportifs. Mais là où le bas blesse, c'est la coordination. Mais ce trou dans la raquette pourrait peut-être être raccommodé, car on forme des professionnels dédiés. Alors, après avoir étudié la complémentarité des acteurs, nous allons voir comment améliorer pour que ça marche mieux. Nous allons voir les initiatives de terrain, ce qu'elles peuvent apporter et en particulier nous intéresser au modèle physio-coach. C'est l'objet de notre troisième volet. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.